Bonjour et bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats sur les sujets de l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, hommes des médias, analystes. Nous revenons donc sur les sujets, aujourd'hui essentiellement des sujets politiques avec l'investiture de la candidature de M. Zéphirin Diabré, chef de file donc de l'opposition, mais président de l'UPCI. Il a été donc investi par son parti, candidat donc à ces élections de novembre 2020. Et puis à côté également, une autre investiture, c'est celle donc du CDP, sous fond vraiment de poursuite judiciaire du camp Mamadou Kanda, donc qui a d'ailleurs perdu un référé récemment, donc qui a d'ailleurs perdu un référé pour avoir récemment fait demander la suspension de ce congrès d'investiture. Nous allons revenir sur ces actualités et puis l'affaire des fonctionnaires de police licenciés, ils ont gagné en cassation. Nous revenons donc sur l'ensemble de ces sujets-là et puis en international, c'est le Mali avec la médiation des chefs d'État, un haut niveau de médiation avec 5 chefs d'État qui semblent également avoir accouché d'une souris. Nous allons évoquer ce sujet-là avec nos chroniqueurs qui sont sur ce plateau. Mamadou Ali Compaoré. Mamadou Ali Compaoré est journaliste, il est actuellement cadre au ministère de la Communication. Merci Mamadou Ali Compaoré d'être sur ce plateau. Et puis Maître Apollinaire Kirem de Tambela, il est avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRIC, qui est le Centre de recherche international de stratégie. Merci Maître d'être sur ce plateau. Et puis Évariste Faustin Concebo, chroniqueur média, président du cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du FORAC, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et enfin, dernier invité, Parfait Silga, il est journaliste et analyste. Merci à vous de nous suivre ce dimanche de débat également, comme tous les autres dimanches. Nous commençons donc ce sujet qui est politique avec le CDP, Ali Mamadou Compaoré. Alors, plutôt l'UPC pour commencer. L'UPC qui fait une investiture qui était comme quelque chose d'attendu. C'était clair que le candidat naturel de l'UPC, c'est Zéphirin Diabré, ou est-ce qu'il y avait quelconque surprise à s'attendre? Non, il n'y avait pas trop de surprise à l'UPC. Je pense que c'est l'un des partis les plus calmes, les plus homogènes du pays actuellement, après le départ des fondeurs. Donc le parti est redevenu beaucoup plus calme, avec un Zéphirin Diabré qui tient bien ses troupes. Donc l'investiture d'hier, c'était quelque chose d'attendu. Et maintenant, il appartiendra au parti et à Zéphirin Diabré maintenant de se mettre en ordre de bataille pour les élections présidentielles et législatives du 22 novembre prochain. Mais comme je dis au départ, il n'y a pas de problème au sein de ce parti. Il n'y a pas de problème de direction, il n'y a pas de problème de leadership. Zéphirin Diabré est bel et bien le leader de ce parti et il l'a prouvé. Donc il n'y avait pas grand matière. C'était dans l'ordre normal des choses. Alors, Parfait Silga, est-ce que déjà la bataille des salles, parce qu'on a vu l'UPC aussi qui a fait salle comble, le président Zéphirin Diabré a même fait une traversée avec une grande foule dans les artères de Ouagadougou. Avant, c'était le CDP qui a fait salle comble également, le palais des sports était rempli. Est-ce que déjà c'est le match avant l'heure? Bon, on est dans une logique effectivement de mobilisation des troupes. On est aussi dans une logique de communication. Parce que c'est ça, hein, quand on remplit le stade, le stade est aux couleurs du parti, c'est bien pour l'opinion, c'est bien pour l'image du parti. Donc, mais à part cela, il n'y a rien d'autre, on peut dire. C'est dans l'ordre normal des choses. Donc, on a eu le congrès d'investiture du MPP, on a eu celui du l'UPC. Hier, on a aujourd'hui celui du CDP. Bon, voilà. Donc, on peut dire que le carré, le carré d'as est bien en place parce qu'effectivement, quand on regarde le microcosme politique, ce sont ces trois partis qui sont les plus importants. Mais à l'UPC, est-ce qu'on va dire que c'est un consensus non, c'est dans l'ordre normal des choses. C'est un candidat naturel également? Non, ça a été dit plusieurs fois. Le candidat naturel de l'UPC, c'est Zéphirin Diabré. Donc, sur ce point, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Maintenant, tout le reste, ça va être la stratégie de ces partis pour conquérir l'électorat d'ici le 22 novembre. Alors, mais de quoi dispose Zéphirin Diabré en termes d'atouts aujourd'hui pour réellement convaincre les Burkinabés qui sont en attente, disons-nous, d'un changement comme il est normal en démocratie, il faut de l'alternance. Est-ce que Zéphirin Diabré est le prototype de celui qui peut diriger le Burkina?
Alors, l'atout, je dirais le premier atout de ce parti, c'est qu'il a quand même une structuration. Parce qu'on ne gagne une élection qu'avec son organisation. C'est-à-dire, vous avez une structuration horizontale et verticale. C'est-à-dire, vous avez des structures au niveau région, au niveau province, au niveau commune, au niveau village. Et puis, vous avez des structures spécifiques. Donc, quand vous regardez les grands partis qu'on connaît, le MPP, l'UPC et le CDP, ce sont des partis organisés en ce sens. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez l'UPC, bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même la scission, la scission avec les députés qui sont partis. Cela Oui, cela va certainement jouer sur la structuration, mais il reste quand même un parti qui est quand même bien implanté sur le territoire national. Et j'allais dire que le discours, effectivement, il a déjà amorcé hier, quand on regarde même le thème du congrès, c'est-à-dire avec Zéphirin Diabré en toute sécurité. Donc je crois que le thème principal que le Zéphirin Diabré va entonner, ça va être la sécurité. Apporter la sécurité. Ali, voilà. sur le leadership de Zéphirin Diabré, est-ce que c'est l'homme qu'il faut pour le Burkina? Non, mais sur son leadership, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un monsieur qui est dans l'opposition depuis bien longtemps. Je pense que c'est sous lui qu'il y a eu les mouvements de contestation de la modification de l'article 37. C'est lui qui a dirigé le truc, bon, sauf que peut-être qu'il s'est laissé coiffer au poteau. Mais enfin, celui qui a mené la charge le premier, c'est quelqu'un qui, dès le départ, s'est positionné comme l'opposant numéro 1 au régime de Blaise Compaoré. Et il est resté dans cette situation jusqu'à aujourd'hui. Je pense que, selon des indiscrétions, il aurait été approché au lendemain de la victoire du MPP pour rentrer dans la majorité présidentielle. Il aurait refusé afin de continuer, je crois, tout seul pour conquérir. Bon, donc c'est un monsieur qui, à mon avis, sur le plan politique, est resté droit dans ses bottes, comme un opposant direct. Bon, il part aux élections et comme Parfait l'a si bien dit, c'est un parti qui est assez structuré, représenté sur l'ensemble du territoire national. Il a posé la question de la sécurité, c'est vrai, c'est un gros souci pour le Burkina Faso. On espère bien, ou bien, on va voir comment il va développer cette question de sécurité, quelles sont les approches qu'il a par rapport à la sécurité, et tout ça on verra, c'est par rapport à tout cela. Et puis on va voir, est-ce que toutes les structures de l'UPC vont fonctionner normalement? C'est tout ça, ça va jouer sur le terrain. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il aura en face de lui le MPP, qui est le parti au pouvoir. Il aura en face de lui le CDP, même en difficulté, mais le CDP. Et puis, on ne parle pas d'un autre parti. On parle on parle pas de quelqu'un, mais on ne doit pas oublier Cadre Désiré Ouédraogo, qui essaie de... On n'en est pas encore au programme des uns et des autres. On parle du profil des personnalités. Alors, Varis Konsebo, Zéphirin Diabré, il n'y a pas longtemps, on a vu l'opposition non alignée ou non affiliée. On a vu aussi d'autres personnes, Ablassé Ouédraogo, monter à la charge. Zéphirin Diabré n'est pas frontal contre le pouvoir. Zéphirin Diabré est un complice du pouvoir, etc. etc. Est-ce que ça, par exemple, c'est des choses à mettre en compte dans cette candidature qui vient d'être, en tout cas, entérinée par l'UPC? Bon, je suis effectivement les différentes sorties des uns et des autres, mais ce qu'il faut retenir sur la personne que je connais très bien, et ça la date depuis longtemps, c'est pas de maintenant, c'est pas un va-t-en-guerre. M. Diabré, c'est quelqu'un de très pondéré, et M. Diabré n'est pas le genre de politicien qui est prêt à enjamber des cadavres pour diriger le Burkina. Ça, je pense que beaucoup de gens qui le côtoient le savent. Il veut le pouvoir, mais le pouvoir pour le pouvoir, je ne pense pas que sa philosophie s'inscrive dans cela. Maintenant, ceci étant, c'est un homme très responsable, parce que si vous voulez diriger un pays, vous ne pouvez pas vous mettre les uns et les autres à dos. Vous devez rassembler. C'est un homme qui est très pondéré et très responsable et qui a vraiment un sens très élevé de sa mission en fait qu'il a à faire si un jour les Burkinabés arrivaient à lui confier donc la charge donc suprême. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est quelque chose, en tout cas ce qu'ils disent,
C'est une qualité, mais qu'on essaie de détériorer. Maintenant, ceci étant, c'est vrai, il a d'autres mérites. On oublie aussi très souvent que c'est le premier aussi. Parce qu'Ali a parlé justement il était à l'origine de toute la reconstruction de l'opposition. Parce qu'avant, donc, M. Diabré, c'est vrai qu'il y avait une opposition, j'aime bien le dire. Mais c'est une opposition qui avait un député qui allait collaborer. Et ça a commencé depuis 2009 avec le FOCAL. Il a osé poser la question de l'alternative. Parce que pour lui, ce n'est pas tout simplement l'alternance. Pour retenir, en fait, moi, je dis que M. Diabré a créé les conditions politiques d'une alternance et d'une alternative au Burkina. Maintenant, il appartient aux électeurs burkinabés d'aviser. De ce point de vue, je pense quand même que c'est une grosse pointure, mais justement, comme les autres d'ailleurs. Justement, il y a ça, il y a le parcours. Est-ce que c'est ça seulement l'unique atout? Est-ce Non, qu'il y a d'autres atouts? Parce que l'environnement politique a changé. Aujourd'hui, on est dans les questions de réconciliation, dans les questions d'insécurité, etc. Est-ce que Zéphirin Diabré a les compétences ou la qualité pour faire face à cette demande? La réconciliation, parce que je pense que la sécurité est liée à la réconciliation. Je pense que tout le monde, quand même, est d'avis que c'est quelqu'un qui a quand même réussi, qui a quand même ses entrées un peu partout, que ce soit avec l'ancien régime. Il a d'ailleurs dit qu'il ne se gênait pas et qu'il était fier d'avoir été un ministre de M. Blaise Compaoré. Je pense qu'il l'a dit lors d'un de ses congrès. Il entretient aussi des bons rapports avec les autres, parce qu'il a été ministre, et c'est des gens d'une même génération. C'est ce que les gens oublient très souvent. M. Roch-Marc Christian Kaboré et M. Zéphirin ont fait la salle, ils ont fait le collège. Donc ils se connaissent depuis. Donc il a toujours respecté même l'ancien président, même déchu. Donc c'est faire preuve d'humilité. Donc moi je ne vois. Donc dans les camps politiques, moi je pense, il n'a aucun problème à se faire accepter, à se faire entendre. Ça au moins c'est quelque chose qu'on peut quand même lui reconnaître. Merci. Maître Kielem, Zéphirin Diabré, candidat choisi par l'UPC. Commentaire? Oui. Non, c'est naturel. Hein. Il faut dire que dans le monde politique et en sciences politiques, les fondateurs du parti sont nécessairement les premiers dirigeants et les candidats naturels. C'est quand le fondateur disparaît que la vraie démocratie, la lutte pour la direction s'instaure. Que ce soit en Afrique ou que ce soit ailleurs, c'est comme ça. Si vous remarquez par exemple au sein du Parti socialiste, tant que Léon Blum était là en France, c'était lui. Au sein du RPR, tant que Jacques Chirac était là, c'était lui. Et donc, étant le fondateur du parti, c'est naturel qu'il soit le candidat naturel du parti. Vous avez vu, avec le Blaise Compaoré, c'est la même chose. Hein. Tant que Blaise Compaoré était là, même n'étant plus président, c'est toujours lui, n'est-ce pas, qui donne les grandes directives. Donc, en tant que fondateur du parti, c'est tout à fait le candidat naturel. C'est après Zéphirin Diabré, ou alors si les gens arrivent à le pousser dehors, que la vraie démocratie va s'instaurer. Vous avez vu aussi avec le parti de Joseph Kizerbo, c'était la même chose. C'est seulement quand on arrivait à pousser Joseph Kizerbo dehors que la lutte pour la succession a commencé, et avec la disparition aussi du parti. Donc, il était le candidat naturel. Maintenant, quant à dire qu'il ne s'oppose pas frontalement au MPP, etc., soit, vous savez, moi je ne suis pas pour les partis de la haine. Je pense que les divergences de points de vue ne peuvent s'exprimer dans la courtoisie, sans la haine contre les autres. Or, c'est ce que les gens veulent. Quand on dit que tu es de l'opposition, tu dois nécessairement manquer de respect à l'autre, insulter, non, etc. Les gens estiment que M. Zéphirin Diabré, qu'on a connu, qui a été celui qui a mené, on va dire, la contestation, le mouvement de contestation jusqu'au changement en 2014, qui n'est plus, il n'a plus cette vigueur-là, comme cela a Non, été. il faut dire que ce qui entraînait la vigueur aussi de Zéphirin Diabré, c'était pour mettre dehors l'oncle de Ali Compaoré, Blaise Compaoré. Ah oui, parce qu'il n'était pas d'accord pour les tricturations de la Constitution, etc., qui est notre loi fondamentale. Donc ça cristallisait les mouvements. Maintenant, par rapport à Zéphirin Diabré, je ne pense pas qu'il soit l'homme de la situation. Je ne pense pas que parmi les candidats déclarés là, il y ait un homme de la situation au Burkina Faso. Vous avez parlé de réconciliation. Ici, au Burkina Faso, il faut une politique de rupture. De rupture, et qui va travailler avec tous les gens compétents, quel que soit leur bord. C'est ça dont nous avons besoin. Sinon, si c'est sur le plan de la sécurité... Quand on regarde Zéphirin Diabré, il affirme lui-même, et dans les faits,
On voit qu'au niveau de CEFOP, il est avec tout le monde. Il a été avec le MPP avant la chute. Après la chute, il est avec le CDP. Est-ce qu'il ne gouverne pas il gouverne l'UPC avec les gens de l'UPC. Et s'il vient au pouvoir, ce sera avec les gens de l'UPC qu'il va travailler d'abord. Mais sur le plan de la sécurité, je vais vous dire une chose. Quand Abdoulaye Wade a été élu, il a donné 100 jours pour régler le problème casamançais. Il est parti sans avoir réglé le problème. IBK, il faisait campagne pour régler la sécurité. Pour n'avoir pas pu régler cette sécurité-là, qu'il risque de partir. Donc, il faut se méfier des thèmes de campagne. Bon, moi, ça ne veut pas dire que c'est bon de faire campagne sur la sécurisation, etc. Mais qu'est-ce qu'on mettra en place réellement une fois qu'on est au pouvoir pour régler ce problème? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut une politique de rupture par rapport à ce qui se fait actuellement. Et moi, je ne vois pas en ça suppose que quoi, qu'on change les hommes? Il faut des hommes politiques de mission. Des hommes politiques qui sont convaincus de leur mission, qui viennent pour un travail déterminé, qui ne viennent pas pour gérer la politique avec leurs hommes, mais qui ont une ambition pour la nation, comme Thomas Sankara l'a eu, comme Paul Kagame l'a actuellement au Rwanda. Il faut des hommes politiques de mission et de rupture, c'est-à-dire qui vont se mettre à la limite même au-dessus des partis et qui vont travailler avec tous les gens compétents pour jeter le socle, n'est-ce pas, du développement du Burkina Faso. Un mot Je suis un peu étonné quand je vois qu'il décline un peu son acception du concept de politique de rupture. Ici Sankara, ici Kagame, tous ces personnages ont correspondu à un contexte qui était, c'est les putsch. Donc vous voulez qu'il faut faire un putsch pour pouvoir venir et puis amener les gens qu'on veut pour diriger. Moi je ne sais pas. Non mais écoutez, je vais vous dire une chose. L'occasion a été ratée en 2014 à la suite de l'insurrection. Voilà. Quand le peuple s'est mis debout, il fallait maintenant il fallait un homme pour canaliser cette énergie-là et aller vers une politique de rupture, une politique de développement. Quand vous regardez le Burkina Faso à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'atouts, mais qui sont gaspillés parce qu'il n'y a pas de politique de mission. D'accord. Bon, je ne comprends pas très bien ce qu'il a décliné, mais bon, parce que la politique de mission doit être menée par des hommes. D'accord. Et il y a un cadre un peu dans lequel... C'est vrai que les gens qui reprochent à M. Diabré d'avoir perdu un peu de la vigueur, mais il faut reconnaître quand même qu'il a conduit le mouvement de la contestation dans la légalité quand même. C'était légal jusqu'à ce que les choses débordent. Donc, de ce point de vue, moi je suis contre les ruptures brusques, je l'ai toujours dit ici, parce qu'il faut arriver à capitaliser. Et le problème de nos pays, c'est que on fait des ruptures brusques, mais après, maintenant, on est perdu. Je voulais ajouter quelque chose. Je pense quand même que sur la question de rupture, comme l'a dit Maître de Tambela, et des partis comme le MPP, notamment avec Feu Salif Diallo, qui, bien qu'étant le vice-président de Blaise Compaoré pendant les 27 ans, il a fait sa campagne de déstabilisation du régime de Blaise Compaoré sur la question de la rupture. Tout le discours de Salif Diallo, c'était la rupture. Mais lorsqu'ils ont pris le pouvoir, on s'est rendu compte que ce n'est pas la rupture qui a eu lieu et que finalement, ils ont fait pire même que ce que Blaise Compaoré. Il faut distinguer la théorie de la pratique. Voilà, donc c'est pour vous dire tout simplement que, comme les gens disent, on veut faire la rupture, mais on ne fait pas la rupture sur n'importe quoi, ou bien on ne fait pas la rupture n'importe comment. Peut-être qu'on aurait pu capitaliser un certain nombre de choses et avancer. Ça aurait été beaucoup plus intéressant pour notre pays que de vouloir faire une rupture pour une rupture et finalement... Est-ce qu'on ne peut pas faire des ruptures aussi par la voie des urnes? Mais oui, mais par la voie des urnes, par la voie des urnes, on peut faire une rupture et je pense que M. Zéphirin Diabré, comme il a dit, on peut faire la rupture en allant aux élections parce qu'il a donné les cas de Thomas Sankara et de Paul Kagame. Thomas Sankara est venu avec un coup d'État, Paul Kagame également. Donc ces gens qui viennent de façon, j'allais dire, moins démocratique ou antidémocratique, ont une façon de gouverner que ceux qui viennent par les urnes. D'accord. C'est compliqué. Et je pense que pour ce pays, pour le Burkina Faso, c'est le changement dont le pays en a besoin, mais c'est un changement dans la douceur, dans la tranquillité. Parce qu'il a bien précisé qu'il ne veut pas un programme de haine. Or, quand on vient dans une rupture, il y a un certain nombre de gens qu'on va présenter comme les ennemis du peuple et les autres les amis du peuple. Et finalement, parfait pour terminer sur ce sujet. Non, pour continuer dans le débat par rapport... Moi, je suis d'accord avec Maître Thierry parce que vraiment, l'occasion de l'insurrection, c'est l'occasion belle qu'on a ratée. Si on avait un homme qui était convaincu de sa mission, il fallait un messie, à la place du lieutenant-colonel Zida, si on avait un homme qui était convaincu, qui acceptait effectivement
de rompre avec ce qu'on a connu comme pratique. Je Mais pense qu'on allait... Est-ce que parfait? On Est-ce que ce n'est allait pas- évidemment... Est-ce que aujourd'hui, quand on le dit, si on se quel remet paradoxe. dans la situation ante, en 2014, quand on choisissait le lieutenant-colonel, c'était à la place de la nation, on l'a soulevé quand même. C'est le même peuple-là qui l'a choisi là-bas. Pourquoi aujourd'hui on estime que ce n'est pas l'homme de la situation? Attendez, c'est pas le peuple qui l'a choisi. Hein. Attendez. Qui l'a choisi, Si vous voulez qu'on fasse le débat, c'est le rapport de force du RSP qui l'a mis à la tête de l'État. Il faut le dire. C'est pas quand vous dites que c'est le peuple qui l'a choisi. On ne va pas revenir sur ça, mais Non, on va continuer le débat. Non, mais c'est juste pour Une vous dire, minute, juste pour vous Maître dire, Pierre. chose là, moi je suis contre l'accession au pouvoir par la violence, même si je suis pour la rupture. Et je vais vous donner un exemple. Hugo Chavez est venu au pouvoir par des élections. En Ukraine, il y a eu un changement par des élections. En Moldavie, il y a eu un changement par les élections. Donc, il faut avoir une base suffisante qui vous En permette... France aussi, Macron est venu par les élections. Par les élections. La rupture également. Ouais, bon, mais ça c'est discutable. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris ce point-là. Il y en a qui disent qu'il fait la rupture, il y en a qui disent qu'il ne fait pas la rupture. Ça c'est discutable. Mais je vous donne des exemples où il y a eu la rupture carrément par la voie des élections. Même l'actuel président ukrainien, par exemple, qui incarne la jeunesse. Mais et qui Tambela, vous aurez pu commencer votre démonstration avec ces Merci. cas-là. Merci. J'ai voulu rester en Afrique. J'ai voulu On rester en continue Afrique. avec, toujours en politique, avec nos partis des investitures qui se font pour la présidentielle. Le CDP est en ce moment en train d'organiser son congrès pour l'investiture de son candidat, Edi Komboigo. Mais il faut rappeler qu'il y a quand même des problèmes judiciaires au niveau du CDP, dont on peut dire une bonne partie a été évacuée, notamment ce référé introduit par le camp Mamadi Kwanda, comme il s'appelle, le courant Mamadi Kwanda, contre cette investiture de ce congrès, qui demandait au juge du référé tout simplement d'annuler ce congrès parce que le choix du collège de désignation au primaire n'a pas été régulier. Évariste Konsebo. Je ne sais pas très bien s'il y a un courant. Mais c'est comme ça que C'est comme ça que ça se le fait. courant se présente. C'est ce qui est... Bon, oui, on peut un peu retenir comme ça. Oui, mais c'est vrai que M. Kona n'est pas à sa première tentative. Sans doute régaillardi par, je pense que l'an passé, en 2019, il avait eu aussi gain de cause pour empêcher la tenue d'une instance. C'est sans doute certainement ragaillardi par donc, cette victoire qu'il a dû se dire que bon, on peut toujours aller en justice pour s'amuser. Sauf que cette fois-ci, bon, je pense qu'il est allé en référé, c'était donc pour empêcher, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé au fond, c'était juste pour empêcher une situation, le temps peut-être pour les juges d'aller peut-être au fond. Mais là, c'était quand même, il a joué gros, parce que quand même, c'était une instance très importante qui devait donc, qui va donc investir le candidat donc, officiel donc, du CDP à la candidature, donc la présidence du FASO. Donc c'est quand même un événement très important. Et si, c'est un gros coup qu'il a joué. Je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, en tout cas, ça n'a pas marché pour lui. Ali, victoire au CDP ou victoire à mi-teinte? Bon, victoire, c'est une victoire personnelle de Edi Komboigo, mais ce n'est pas une victoire pour le CDP parce que comment je vais appeler ça, le passage récurrent devant le juge chaque fois, ça ne fait pas trop sérieux pour un parti politique, quel que soit celui qui gagne ce truc. Et la semaine dernière, on en a parlé. On a dit qu'il faut que le CDP arrive à se stabiliser un peu, parce qu'il y a une question de leadership qui est querellée au sommet. Et chaque fois, ils sont au procès, il y a quelqu'un qui gagne, il y a quelqu'un qui paye, il y a tout ça. Donc, c'est un parti politique qui va aller encore aux élections. Et je pense que le coup, l'insurrection même ne lui a pas fait autant de mal que les procès qui se tiennent actuellement. Donc, c'est un parti qui a un gros problème de leadership. Et ce leadership-là est difficile à régler. Edi Komboigo est très contesté à la tête de ce parti. Donc c'est ce qui fait que chaque fois, ils sont en procès contre lui, contre le truc. Et puis bon, finalement, ça fait un peu trop. Mais est-ce que on va dire finalement, est-ce que le courant Mamadi Kwanda n'en fait pas trop? Est-ce que c'est vraiment pas des expédients qu'on mais utilise effectivement, juste pour empêcher quelqu'un de... C'est pour ça que je dis que c'est un monsieur, ils ont un problème de direction, c'est Edi Komboigo, probablement sa personne qui ne plaît pas à un certain nombre de gens à l'intérieur. Donc, à chaque fois, ils font recours à la justice pour essayer de régler les problèmes. C'est une mauvaise interprétation, ou bien chacun interprète les lettres du président Blaise Compaoré à sa manière, de telle sorte qu'aujourd'hui, bon, les gens sont en train de se battre autour de la direction du parti, alors que c'était beaucoup plus important, plus bénéfique pour eux, plus opérant pour eux, que de travailler à refonder le parti, à ressouder. Maître de Tambela a si bien dit, quand le père fondateur n'est pas là,
c'est là le gros problème à l'intérieur du parti. Blaise Compaoré est en exil, donc quand il envoie une lettre ou bien quand il parle, chacun interprète de sa manière. Et on connaît Blaise Compaoré, ce n'est pas un monsieur connu pour parler de façon, j'allais dire, sans filtre. Voilà, c'est quelqu'un qui parle avec beaucoup de filtres. Il faut pouvoir analyser ce qu'il dit. Et ça, c'est assez difficile. Donc, chacun tire de son côté. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui affaiblit le parti, même si Edi sort de ce procès-là un peu ragaillardi. Mais le parti, lui, prend beaucoup de coups. Alors, avec Maître, pour autant, Évariste le disait, c'était pour empêcher la procédure, donc d'empêcher l'investiture aujourd'hui, donc le Congrès. Mais dans le fond, le dossier n'est pas encore exact. Est-ce que ça suppose que la procédure va continuer ou pourrait continuer après? Procédure, c'est-à-dire, je pense, la plainte qui a été déposée. C'était un référé, non? Je crois. Moi, je ne connais pas toutes les procédures qui ont été menées, mais je crois que ça, c'était un référé. Donc, un référé, par exemple, si vous perdez, ça veut dire que bon, celui qui a gagné peut exécuter, mais vous pouvez toujours faire appel. Voilà. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont fait appel ou pas. Donc, ça, je ne peux pas le dire. Sinon, je pense que bon, le fait qu'ils aillent chaque fois en justice, etc., c'est vrai que ça peut être interprété comme fragilisant le parti, mais c'est le jeu démocratique aussi. Et moi, je pense que ça renforce la justice et ça peut même renforcer le parti. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas partir. Ils reconnaissent que le parti, c'est leur parti, mais ils se battent pour que le parti aille comme eux, ils le voudraient. C'est pour ça qu'ils recourent à la justice. Sinon, ils pourraient démissionner carrément et aller fonder leur propre parti ailleurs ou bien aller voir ailleurs. Mais donc, tant qu'on se bat à l'intérieur, ça veut dire qu'on reconnaît que c'est notre chose commune et maintenant on veut se battre pour que ça aille de l'avant. Sinon, le vrai problème qui se pose, comme j'ai dit à le dire ici il y a plusieurs années de cela, c'est un problème de légitimité. Quand le père fondateur n'est pas là, il faut quelqu'un qui soit légitime, qui soit reconnu. Or, Edi Compaoré est arrivé récemment à la tête du CDP. Or, il y a de vieux caciques qui sont là-bas et qui acceptent difficilement que lui, il vienne les coiffer au poteau. Donc, c'est un problème de légitimité, même si maintenant, Edi Compaoré peaufine son image de marque et acquiert de plus en plus, n'est-ce pas, une stature d'homme d'État. Mais le préjudice... Même pas de légitimité. Est-ce que quand on est, par exemple, vainqueur des primaires, on est vainqueur par des primaires, on passe par les instances et tout, est-ce qu'un problème de légitimité ou un problème générationnel plutôt? Non, de légitimité. Parce que ce n'est pas une question de génération. Hein. Par exemple, quand il y a des choses, il y a des rois qui meurent, et puis leurs petits-enfants de 5 ans leur succèdent. Ce n'est pas une question de génération, mais parce qu'on estime qu'ils sont légitimes. Parce que vous voyez, si vous êtes chef du village, ou bien si vous êtes Moro Naba et que vous décédez alors que votre fils n'a que 10 ans, bien qu'il soit mineur, qu'il ne soit pas de même génération, il va monter sur le trône parce qu'il a la légitimité. À l'inverse, vous pouvez être très âgé et ne pas avoir la légitimité. D'accord, parfait, Sylvain. Moi, je rebondis pour dire, je me pose la question de la légitimité, mais en disant, quelqu'un qui a été élu président du CDP, quelqu'un qui est candidat à l'issue de tout un processus, mais de quelle légitimité on parle encore? Moi, je crois que, pour moi, ce débat-là, il est clos. Maintenant, quand on pose le problème de légitimité, oui, il faut l'effacer simplement avec la question de l'égalité. Là, il y a la légalité. Oui. Il y a la légalité avec lui. La légitimité aussi est une autre chose. Oui, quand vous parlez de légitimité, c'est-à-dire quoi? Après Blaise Compaoré, qui est le fondateur du parti, il fallait bien qu'on ait un autre dirigeant. Et malgré tout ce qu'il y a eu comme tribulation sur le parcours de Edi Compaoré, pour moi, c'est ça la légitimité. Malgré tout ce qu'il y a eu comme tribulation, il a quand même réussi chaque fois à se mettre au-dessus de toutes ces situations. Et voilà, aujourd'hui, c'est le candidat. Moi, je vais dire aujourd'hui tout simplement, c'est même bien qu'il y ait tout le temps des recours à la justice. C'est ça la démocratie. Parce que, comme l'a dit Maître Kelem, ils reconnaissent que ce parti-là, c'est leur parti. Ils voudraient que le parti fonctionne comme ils le désirent. Et quand vous écoutez Kwanda, la partie du discours que je retiens, c'est de dire non, je suis un cofondateur du parti, les choses ne marchent pas comme on le souhaite, voilà pourquoi nous entamons telle ou telle décision. Mais à contrario, je vais dire, finalement, que représente Mamadi Kwanda? C'est la question principale. Alors, qu'est-ce qu'il représente par rapport à ça? Non, il ne faut pas oublier, parce qu'il faut craindre, en fait. Ça, moi, je qualifie ça un peu à l'indiscipline. Et n'oubliez pas qu'il est l'objet actuellement d'une suspension de 6 mois pour récidive d'indiscipline.
non-respect des textes, parce qu'il s'est autoproclamé lui-même président du CDP. Or, il sait très bien qu'il est hors de l'appareil, il ne peut pas. Donc, ça, c'est de l'indiscipline, ça, qu'il faut confondre. Et par ailleurs, c'est vrai que l'exercice démocratique peut s'exercer dans le cadre partisan, parce que les partis ont des statuts et des règlements intérieurs, et qui prévoient même des cas de possibilité de règlement à l'interne. Donc, si peut-être qu'une fois est-ce qu'il a fait usage d'abord de ces recours-là avant, parce que je me souviens qu'il y a eu un cas où le fondateur a dû intervenir pour que, bon, il aille même retirer sa plainte en justice. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes internes. Donc, c'est un cas vraiment, moi je ne sais pas, c'est de la pagaille pour nuire. Et puis, alors, concrètement, par rapport à cette situation du CDP qui tantôt calme, tantôt bouillante, alors qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence pour l'ensemble de l'opposition politique, vu aussi le poids que représente le CDP? Je voulais revenir sur un élément développé par M. Tambela. Effectivement, quand on fait recours à la justice pour régler les problèmes, ça montre qu'il y a une certaine vigueur, ça montre qu'il y a un certain respect des règles. Quand on n'est pas content, on est dans son parti, on n'est pas content, il y a des situations et on fait recours. Mais en même temps, on fragilise également aussi la structure, parce que quand chaque fois on est devant le juge, je crois que hier, Edi Komboigo était devant le juge en attendant qu'on prononce s'il va pouvoir tenir son congrès ce matin ou bien quoi. Je ne pense pas qu'on organise un congrès d'investiture dans une ambiance détendue, tout cela. C'est ça aussi qu'il faut. Parce que pour faire la politique également, il faut aussi une certaine forme de sérénité. Parce qu'aujourd'hui, je suis investi candidat au présidentiel de 2020, pardon, et un mois plus, il y a quelques mois de l'élection présidentielle, il y a quelqu'un qui sort encore avec une plainte. Bon, vous voyez, il y a cette pagaille, même si on gagne, on arrive essoufflé. Et c'est pour ça que je dis, et vous avez parlé tout à l'heure de mécanismes, à l'intérieur du CDP, il y a des mécanismes, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu le Haut Conseil, les ceci, cela, se saisir d'un certain nombre de choses pour tenter de voir, d'harmoniser les trucs au sein du parti. J'ai l'impression qu'au sein même du Haut Conseil du CDP, des anciens ministres, chacun est dans son coin, ou bien chacun a pris position pour X ou pour Y, et on a laissé le parti avec un certain nombre de gens qui posent plainte, qui ceci, qui cela, et les gens se rejettent. On dit tantôt, je n'ai pas reçu les lettres du président, 2 jours plus tard, je les ai reçues, le président n'écrit pas comme ça. C'est devenu comme une tour de Babel. Voilà, le président, je connais très bien le président, il ne peut pas écrire une lettre d'un seul feuillet, ce n'est pas sa signature. Bon, on dirait des enfants qui se chamaillent dans une cour de récréation et ça ne fait pas joli, quoi. Alors, mais la question est, est-ce que la conséquence sur l'opposition... Maintenant, effectivement, le CDP étant un parti quand même bien structuré, ça peut jouer sur l'opposition parce qu'aujourd'hui, il y a un pan important de l'opposition qui a des difficultés et ça peut profiter au MPP qui est au pouvoir, qui boit son petit lait en voyant ce spectacle minable que propose le CDP. D'accord. C'est clair, ça affaiblit forcément le CDP parce que déjà les sorties, parce que chaque camp peut être adossé à des tendances. Donc il faut peut-être certainement se dire que les forces du CDP seront divisées. Parce que ça, c'est sûr, ça dilue et ça, c'est peut-être en défaveur, en fait, peut-être même du CDP. Mais c'est sûr que le camp d'en face, le MPP va certainement jubiler, mais en même temps, si le CDP s'affaiblit, c'est l'opposition aussi qui sera impactée. D'accord. Parfait. Mais quand vous parlez de cela, quand on parle d'impact, qu'est-ce que le courant de Mamadi Kouana représente dans le CDP? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous pensez que ces gesticulations-là peuvent effectivement jouer c'est pas la question du... Par exemple, la question n'est pas la question du poids, mais la question est de dire qu'il pose des obstacles à tout moment. Ça, c'est très important. Pour un parti qui doit aller concourir à des élections, ça pose quand même des problèmes. Au début, j'ai dit un parti gagne une élection sur la base de sa structuration. Si le CDP est structuré, c'est-à-dire du sommet à la base, si ces structures fonctionnent bien, il va gagner des députés, il va gagner en tout cas beaucoup de strapontés. C'est ça qui est sûr. Mais ce n'est pas cette gesticulation. Maintenant, il y a eu effectivement, j'allais dire, la scission avec ce qu'on a connu avec Kader Désiré Ouédraogo. Par exemple, si Kader Désiré Ouédraogo arrive avec son parti Agir Ensemble à mettre en place des structures qui sont bien solides, c'est-à-dire que
on comprendra à la fin, au milieu des élections, là, que ce sont des voix qui seront éparpillées, ce sont des gens qui auraient dû voter CDP. Edi, qui auraient dû voter CDP, mais qui vont voter maintenant AGI ensemble. Donc voilà, ça c'est clair. Mais pour le moment, pour le cas de Kwanda, mais il ne représente rien. Oui, mais en le disant, est-ce que ici, on peut avoir la certitude qu'il ne représente rien? Parce que c'est un courant. Qu'est-ce qu'on sait de ce courant? Non, oui, en fait, quand vous dites que c'est un courant, oui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce courant représente quelque chose, puisqu'il n'a pas montré quelque chose. Maintenant, vous voyez le courant de Kadri Zéouédaro, lui, il représente quelque chose parce qu'il est adossé maintenant à un parti qui est en train de mettre en place des structures sur le plan national. Alors là, on s'est dit ça commence à devenir sérieux. Mais pour le moment, avec Kwanda, ce n'est pas sérieux. Et lui, il a dit, mais c'est de l'indiscipline caractérisée. Tout à fait. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas aussi perdre de vue, c'est que Kwanda n'est que peut-être la partie immergée de l'iceberg. Parce que derrière lui, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Je pense l'opposition. Ajouter un petit mot avant mais je vous en prie. Je crois qu'il ne faut pas négliger Mamadi Kwanda. C'est vrai que c'est un personnage un peu loufoque et tout ça, je m'excuse pour ce mot, mais il ne faut pas le sous-estimer. Hein. Il faut prendre ce proverbe qui dit c'est le peu de lépreux qui ne peut pas traire la vache, mais qui est capable de renverser la calebasse de lait. Donc faites très attention à ce moment. J'ai bien dit, le fait de se retrouver chaque fois à la justice, ça affaiblit. D'accord. Donc il faut faire très attention. Oui, je pense que bon, Ali Compaoré, qui est un des conseillers du CDP, a bien parlé. Bon, je pense que venir ici nous dire que le courant de Mamadi Kwanda ne représente pas grand-chose, c'est trop osé. Parce que les gens s'expriment toujours en tant que courant de quelque chose. Il représente une certaine force au sein du CDP. Même si on peut discuter sur cette force-là, il n'y a pas eu d'élection interne pour qu'on puisse savoir vraiment. Mais on ne peut pas dire qu'il ne représente pas grand-chose. Deuxièmement, pour revenir au problème de la légitimité, pourquoi tout ça, ça ne marche pas? Vous avez dit qu'il y a des statuts au sein du CDP, il y a des structures qui ne fonctionnent pas, mais c'est une question de confiance, de légitimité. On a dit qu'Edi Kombogo a été élu président du CDP. On sait comment il a été élu à l'époque. C'est avec le soutien de Gilbert Diendéré et de son épouse. Et on sait qu'à l'époque, n'est-ce pas, c'est un courant qui impose, qui disait qu'il devait être président. Oui, mais ça, c'était en 2015. Oui, mais par la suite. Mais récemment, il a été réélu. Fatou Guengere n'était pas au Burkina. Mais vous avez vu la scission. Vous avez vu la scission qui s'est opérée. Et même, le fait que Kadri soit parti, c'est quoi? C'est une question de légitimité. Si on était quelqu'un d'autre, peut-être que Kadri ne serait pas parti. Et récemment, vous avez vu Léonce Koné qui est parti. Et ce n'est pas fini. Donc, ce sont des gens qui ne reconnaissent pas. Ok, d'accord. Mais sur l'opposition politique, ce problème au sein du CDP, qui reste quand même un parti important, 18 députés, c'est pas rien, il y a une structuration sur le plan national, ça aurait pu apporter quelque chose à l'opposition dans son ensemble, puisqu'il y a même un accord politique qui est en train d'être signé par les partis. Oui, mais ça apporte toujours quelque chose, parce que soyez sûr, même si les gens ne votent pas pour Edi Kombogo, tous ceux qui sont de sensibilité CDP voteront pour l'opposition. Ça, vous pouvez être d'accord. C'est pas des gens qui vont... Parce que ça ne va pas avec Edi Kombogo. Par rapport aux députés, il y a eu je sais pas, la fameuse rencontre des députés, des journées parlementaires du CDP qui ont eu lieu récemment à Kaya. Edi Kombogo, président du parti, n'était pas présent à ces journées parlementaires. Bon, on va pas... Kadri Désiré Ouédraogo était là. Donc c'est pour dire que même au sein du discours des députés CDP, il y a encore un gros souci. Merci Ali. Merci Ali. On va continuer par les questions judiciaires, cette fois-ci avec les 21 policiers fonctionnaires de police qui ont été donc licenciés. C'était en août 2019. Ils ont fait une procédure, en tout cas, devant le tribunal administratif qui, en son temps, leur avait donné raison, demandant leur réintégration. Ensuite, le gouvernement a fait appel, on va dire l'État a fait appel en cassation, pas en cassation, mais devant le Conseil d'État. Là également, ils ont gagné. Et puis, dernièrement, un pouvoir en cassation qu'ils ont encore remporté. Alors, ces 21 policiers sont des éléments de la sécurité. Dans ce contexte aujourd'hui on va dire d'insécurité, on a une hiérarchie qui licencie des officiers de police sans avoir réellement raison d'être. Non, mais l'insécurité n'empêche pas des licenciements. Mais même les États en guerre licencient des gens. Oui, mais quand l'État n'a pas raison, jusqu'à 3 niveaux... Non, on ne peut pas dire que... Non. Qu'est-ce qu'on peut interpréter? Non, ça? c'est maintenant... C'est pas léger de le faire. Non, ce n'est pas léger.
c'est maintenant qu'on peut dire que l'État n'a pas raison. Parce qu'ils ont perdu. Avant, on ne pouvait pas le dire. Oui, mais maintenant Parce qu'ils ont perdu, parlons de là, maintenant. Non, qu'ils maintenant ont perdu. bon, sans doute que ce sera la décision qui sera exécutée. Nous sommes dans un état de droit. Donc, c'est la décision finale exécutoire qui sera exécutée. Mais avant qu'il y ait eu la décision finale, on ne pouvait pas dire que l'État n'avait pas raison. Parce que ce qui fait la force du droit, c'est quoi? C'est qu'il y a une capacité d'interprétation. C'est pour ça que le droit ne se résume pas à la loi votée à l'Assemblée nationale, mais aussi aux décisions rendues par les cours et tribunaux et aussi aux opinions émises par les enseignants de droit et les chercheurs. Donc c'est ce qui fait la force du droit. Donc c'est une question d'interprétation. L'État a interprété la loi d'une certaine façon, et ils ont estimé que ça devait être interprété d'une autre façon. On recourt à la justice pour trancher. Donc maintenant on peut dire que la justice a donné raison à la façon d'interpréter la loi par les policiers. Alors, mais on reste quand même dans une situation, dans un contexte social d'insécurité. On reste dans une institution très disciplinée qui a un devoir. Raison de plus pour oui, que et on prend l'État... des décisions, et puis à la fin, une année après, on se rend compte que finalement, ce sont des décisions qui n'auraient pas dû... Oui, mais c'est pas parce qu'on est en période d'insécurité qu'il ne faut pas prendre des décisions. Oui, bien sûr, tout à fait. Bon, Ali Compaoré. Moi, j'ai toujours posé la question de la compétence dans les prises de décision, dans les agissements des gouvernants. Chaque fois qu'un État prend des décisions et que cet État-là se retrouve devant la justice, Maître de Tambela a parlé des histoires, des trucs d'interprétation, mais les gens ne font pas des interprétations farfelues, c'est sur la base des règles que les gars interprètent. Donc quand un État qui licencie des officiers, des policiers dans un truc, qui se retrouvent devant la justice et qui perdent le procès et tout ça, ça fait un peu désordre. On dirait que, bon... Donc, ceci étant, moi, je pense plutôt qu'il faudra qu'on se ressaisisse un peu par rapport aux décisions qu'on prend contre les gens, par rapport aux décisions qu'on prend contre les groupes, les syndicats et autres choses, qu'il y ait une certaine forme, un petit calme pour que les décisions soient prises de façon harmonieuse, en tenant compte des règles. Parce que je ne peux pas comprendre que le gouvernement qui est là, il y a des juristes à l'intérieur de ce gouvernement, il y a des juristes qui sont dans le parti majoritaire, il y a des juristes partout. On peut interpréter. Et puis à côté de cela, il y a la politique qu'on fait. Ce n'est pas chaque fois qu'il faut aller devant la justice pour régler un problème. Ça, moi, je le dis toujours. J'ai toujours dit aux gens, j'ai dit, la meilleure façon de faire parler à quelqu'un, amène-le à la justice. Quand vous allez sortir, le petit fossé là, ça sera maintenant un fossé bien infranchissable. C'est la meilleure façon. Donc pour moi, l'État, en perdant ce procès, montre en plus que bon, il prend les décisions un peu à la légère et ce n'est pas beau. Maintenant, on est en situation d'insécurité. Maître de Tambela a dit qu'on peut licencier les gens en situation d'insécurité. Oui, il arrive qu'on fusille même des gens en période d'insécurité, mais ce sont les déserteurs. En temps d'insécurité, on essaie de rassembler la troupe, on essaie de garder les troupes pour vaincre l'ennemi commun. Parfait, Silga. On se rappelle aussi que ces décisions ont été prises dans un contexte où il y avait une sorte de chasse à syndiquer. C'est parce que ces éléments appartiennent tous à l'APN, qui est un syndicat à côté de l'UNAPOL, donc disons des transfuges de l'UNAPOL qui ont créé l'APN. Et l'interprétation, c'est que c'est dans cette ambiance que ces décisions ont été prises comme pour casser du policier syndiqué. Non, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas autoriser dans un corps comme la police qui est un syndicat au Burkina. J'ai toujours pensé ceci et tout ce qui se passe là me conforte. Quand vous regardez comment les choses se passent, il est arrivé des situations au Burkina où des policiers armés sont allés menacer des autorités. Bon, après on va dire que comme on est en période d'insécurité, on ne peut pas licencier les gens. Mais ceux qui ont été licenciés ici ne font pas partie d'actes, comme tu le dis, ce n'est pas des actes où ils se sont déportés, ils ont porté des armes, etc. Je suis sur une logique, laissez-moi finir ma logique. Ce que je veux dire, les policiers sont chargés d'assurer la sécurité des Burkinabés. Ils doivent être les premiers à respecter la loi. Autre chose qui est importante ici, maintenant que la justice vient de dire que l'État a tort, il faut simplement tirer les conséquences et puis les reprendre. C'est tout, il n'y a pas de débat. Mais ce que je veux dire, il faut qu'on puisse travailler à éviter ce genre de situation. Parce que là, on a eu effectivement, comme vous l'avez dit, l'impression que dans la police, il y a deux syndicats qui se font la guerre. Et on a même entendu qu'il y a l'un des syndicats qui était soutenu par le DG et l'autre syndicat par le DGA. Donc, tout ça ne fait pas sérieux. Ça fait désordre.
Je pense que la situation doit être vraiment prise au sérieux parce que la situation se passe dans un corps qui est important. La sécurité, la police, vous connaissez le rôle de la police, surtout pour ce qui est le renseignement civil et tout, c'est très important. Et donc, il faut qu'il y ait de la cohésion. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait le respect des textes et par les policiers et par l'État. Ça, c'est très important. D'accord. Évariste Konsebo, des policiers qui ont gagné face à leur hiérarchie, est-ce que cette situation va contribuer à une meilleure relation dans le cadre du travail dans cette institution? Vous savez très bien que notre justice moderne tranche en laissant les parties dos à dos. Donc s'il y a une partie qui a gagné, l'autre qui n'a pas gagné forcément, la partie qui n'a pas gagné ne sera pas contente. Maintenant, comment ces parties vont cohabiter, collaborer? Moi, je dirais quoi? Enfin, de toute façon, il faut saluer d'abord que c'est une victoire définitive parce que je pense que la décision n'est pas susceptible de recours. Mais je crains fort parce que c'est la hiérarchie qui doit appliquer. Or, il me souvient que je ne sais même pas jusqu'à présent, l'APN doit attendre son récépissé, qui était l'objet aussi de procédures. Parce que quand ils ont fini leur AG, on n'a pas voulu leur délivrer le récépissé. Ils ont encore saisi la justice jusqu'à obtenir encore... mais je ne pense pas... Bon, mais ceci étant, ça veut dire que, parfois, parler de respecter le droit et la loi. Mais si... Moi-même, en principe, je suis contre. Mais je vous dis que l'existence des syndicats, c'est une anomalie parce que les syndicats viennent pour régler des problèmes revendiqués que la hiérarchie n'a pas pu prendre en charge. Bon, maintenant, si au Burkina, la loi positive permet à ce que les policiers donc, se constituent un syndicat, mais il faut donc les accepter tels quels. C'est la loi qui... Il y a une loi, moi je ne sais pas, mais il y a une loi qui a été votée. Il y a une loi, mais je me dis qu'il ne fallait pas qu'on arrive à là. Oui, mais nous en sommes arrivés là. Comment on fait? Donc, il faut respecter. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai que la hiérarchie refuse de donner un récépissé à un syndicat. C'est pas normal. Qui s'est créé alors que ce syndicat est créé selon la loi. C'est ça. Ça pose un problème. Est-ce qu'il n'y a pas un parti pris ou une volonté de nuire quelque part? Et attendez, je reviens, parce que quand on regarde ces histoires de licenciement, il y a une note d'affectation des policiers en juin. Je ne sais pas, c'est le 30 juin, le 21 juin. Alors, avec un délai de 30 septembre pour rejoindre leur poste. Et il se trouve que c'est en août, le 8 août, que les policiers sont révoqués et licenciés. Comment? Expliquez-moi un peu cela. Vous voyez qu'il y avait une volonté manifeste de nuire. Voilà. Non, Maître, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça, c'est pour dire que... C'est la victoire du droit, mais nous sommes dans une institution... Non, je vous rappelle une chose. C'est la police, où il y a la discipline, il y a le respect du chef, il y a la mission qu'on doit mener, etc. Et quand ce sont des subalternes aujourd'hui qui ont gagné la victoire du droit face à leur chef, comment on vit cette situation? Non, on vit ça normalement. Moi, en tant qu'avocat, j'ai eu des entreprises où des employés ont attaqué leur patron et ont gagné. Et ils continuent de travailler là ensemble. Où nous sommes en sécurité, nous sommes dans la police, c'est la même chose. Dans une entreprise commerciale. La sécurité, c'est une mission sociale, comme toute autre mission. Chacun avec son corps. Cela dit, maintenant, il faut savoir que les syndicats, par exemple, renforcent la démocratie. Et donc, c'est ça. L'histoire, il y a un auteur qui a dit que l'histoire avance par le malentendu. C'est en surmontant cela qu'on va construire un État démocratique fort. Et je vais vous dire une chose, même des magistrats ont saisi la justice parce que leur ministère les avait sanctionnés et ils estimaient que ce n'était pas normal. Alors, maître, ici, c'est quand même 13 mois sans salaire pour des jeunes fonctionnaires. Non, mais monsieur est-ce que le ressentiment, quoi qu'on dise la loi est la loi, le droit a triomphé, mais est-ce que ce ressentiment-là ne va pas jouer sur leur Non, mais ils vont récupérer les arriérés de paiement, ils vont tout récupérer, et puis le classement. C'est pour vous dire que... Maître Kilem, le problème, ce n'est pas de récupérer les salaires. Le problème, ce n'est même pas de réintégrer. Mais vous avez en face des policiers qui connaissent pertinemment ceux qui ont pris la décision de les sanctionner. Et ils doivent continuer à collaborer avec ces personnes. Non, mais on se retrouve dans une situation sociale. Il faut se dire une chose. Dans le service, là, l'atmosphère sera lourde. Il faut se dire une chose. Dans la fonction publique, personne n'est éternel à son poste. Il y a des mutations. Donc, ceux qui sont là ne resteront pas toujours. La preuve en est que quand l'UNAPOL se créait, le DG qui voulait empêcher la création de l'UNAPOL, il n'est plus là. Dans un service public, les cadres changent. Vous êtes là aujourd'hui, demain vous êtes ailleurs. Donc ça c'est pas un problème. Ça. Mais je ne veux pas dire que tout est mieux dans le meilleur des mondes possible comme Candide. Je pense que quand même pour ce cas-là, la réinsertion de ces policiers-là
on doit quand même essayer de prendre en compte beaucoup de paramètres pour que, en fait, le service continue. Parfait Silga a dit qu'il faut tirer toutes les conséquences, y compris les conséquences des droits, mais est-ce qu'il faut tirer aussi des conséquences politiques? Parce qu'il y a des gens qui ont été ceux-là qui ont pris ces décisions, qui s'avèrent, du point de vue du droit, des décisions suffisamment hasardeuses. Est-ce qu'on ne peut pas le dire ainsi? Non, effectivement, il faut tirer toutes les conséquences de cela, remettre les policiers qui ont été touchés par ces décisions-là, les remettre dans leurs droits, rétablir dans leurs droits entièrement. Voilà, ceux qui ont pris les décisions, moi je ne sais pas, c'est à leur hiérarchie de voir ce qu'il y a. Si ce n'est même pas le ministre lui-même qui a demandé à la hiérarchie, ou bien ce n'est pas le gouvernement lui-même qui a demandé à la hiérarchie de poser plainte contre ces policiers. Bon, donc c'est pour dire tout simplement qu'en droit on peut faire, mais il faut faire très attention, nous sommes dans un truc spécifique. Et Parfait disait que lui n'était pas d'accord avec la création de syndicats au niveau de la police, mais la loi permettant cela, les syndicats sont nés, il faut que les gens qui appliquent les règles acceptent le jeu démocratique. Merci à vous. Merci. Oui, voilà, merci. Mais si on pourra reparler des syndicats à la police. Il faut appliquer on pourra les en reparler. Il ne faut pas prendre les décisions en France, il y a des syndicats de la police. Il n'y en a même pas qu'un seul, il y en a plusieurs d'ailleurs. Le véritable problème, il ne faut pas prendre les décisions, je veux dire, n'importe comment. Merci Ali. Merci. On va terminer avec le Mali. Le Mali qui est une situation, une épine, on va dire, sous les pieds vraiment de tous les États, ou c'est les chefs d'État de la sous-région. 5 sont allés voir Ibeka, le président Youssoufou, donc président en exercice de la conférence des chefs d'État, le président ivoirien, le président nigérien, le président... Ghanéen, je crois aussi. Voilà, donc en tout cas 5 chefs d'État, c'était un panel de haut niveau qui allait. Malheureusement, on a vu aussi la suite, les choses ne sont pas rentrées dans l'ordre. Il est prévu également un autre sommet extraordinaire, la vidéoconférence de tous les chefs d'État de la sous-région, de 16, de 15 chefs d'État. Alors, Évariste Consebo? Non, j'ai vu tout le balai. Il y a d'abord eu la mission des experts de la CEDEAO qui a été conduite par l'ancien président nigérien, Goodluck Jonathan, qui n'a pas fait bouger les lignes. Et ensuite, il y a eu donc l'arrivée de tous les chefs d'État, donc les 5. Ça aussi, les médiations. Mais on a compris qu'en fait, il y avait un déphasage. Parce que par rapport au camp de l'opposition, pour l'opposition, toutes ces médiations avaient pour but de soutenir Ibeka. Alors qu'eux, ils contestent le président actuel. Et en plus, ils trouvent que la feuille de route, ou du moins les propositions, que ce soit la commission des experts ou les chefs d'État, c'est quasiment les mêmes que le président Ibeka avait brandi. Donc les lignes ne bougent pas. Et donc la situation ne fait que s'enliser. Donc nous sommes toujours à la case départ. Maître, finalement, je me souviens très bien qu'ici, tu avais dit que Ibeka gagnerait à l'usure son opposition, oui. Mais là, nous sommes dans une situation encore plus compliquée. Non, je disais que... Oui, bon, je le disais, n'est-ce pas, vis-à-vis de la scène politique que je vois, mais je ne le souhaite pas. Bien au contraire, moi, je souhaite que l'opposition gagne. L'emporte. Ah oui, ça, c'est mon souhait. Et je pense qu'il faut se méfier de ces médiations, n'est-ce pas? Parce que quand il y a un syndicat de chefs d'État dont l'objectif est de défendre les intérêts de ceux qui sont déjà en place, contre sans doute même les aspirations des populations. Donc moi, je pense que les Maliens doivent être vigilants et ne pas se laisser berner, n'est-ce pas, par ces experts ou bien ces représentants de la CEDEAO qui viennent, n'est-ce pas, avec des schémas déjà tout calqués pour essayer de sauver la mise à Ibeka qui est là. Et il reste aussi que Ibeka était un président élu. Est-ce que ses pairs vont laisser la rue venir le renverser? Monsieur Loukman, je vais vous dire une chose. Est-ce que ça c'est pas continuer dans la foulée des insurrections qui n'en finissent pas? Ibeka est un président élu. C'est un mandataire du peuple. Le mandat, c'est le peuple. Le peuple peut retirer son mandat quand il veut. Le peuple, c'est pas la rue. C'est pas parce que... Mais c'est pas la rue, mais c'est la majorité. Ah oui. Donc, c'est-à-dire, si... Comment on peut qualifier cette majorité? Ou comment on peut la caractériser? Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être demander un référendum pour voir si tous les Maliens sont pour le départ d'Ibeka? On peut faire le référendum. Mais si le système en place met ces structures en place pour gagner, vous faites quoi? C'est ça aussi le problème. C'est tout ça qui amène les insurrections. Pourquoi il y a ce mouvement? Parce qu'ils contestent les résultats des élections. Voilà. Donc ils ont dit que les élections ont été mal comptabilisées. Donc si le système qui est en place met ses appareils, il a ses préfets, ses hauts commissaires, ses gouverneurs qui sont prêts à truquer comme ils veulent, et il met en place pour gagner. Mais comment vous pouvez accepter qu'on passe par les urnes encore pour gagner? C'est ça même qui avait amené la contestation du référendum de Blaise Compaoré en 2014 pour la modification de l'article 37. Donc quand le peuple n'a plus confiance en ses institutions,
Mais il prend conscience de sa force et puis il va dans la lutte. Parfait. Non, les Maliens sont mal partis. Parce que si vous n'avez pas pu dégager Ibeka par la rue, ne pensez pas que c'est à travers les médiations de la CEDEAO que vous allez arriver. C'est très simple. Il fallait arriver à le faire partir. Et puis bon, après vous appelez la CEDEAO. Mais si vous n'arrivez pas, vous suspendez vos manifestations, vous demandez à la CEDEAO de venir, la CEDEAO ne viendra pas entériner le départ d'un chef d'État. Est-ce que ce n'est pas élu justifié que la CEDEAO par n'intime les- pas des départs des présidents par la rue? Mais c'est ce que- La CEDEAO, c'est quand même une institution. Il y a des valeurs, il y a des principes dans la CEDEAO. Est-ce que des chefs d'État viendront dire oui, à la rue, oui, il faut chasser un chef d'État élu, quoi qu'on dise? Il est élu. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. La CEDEAO ne peut pas faire autre chose que de demander à ce qu'on mette en place un gouverneur d'union nationale, qu'on mette en place des cadres de dialogue, mais en conservant Ibeka à la tête du parti. Mais la CEDEAO est logique. C'est logique parce que vous connaissez les textes qui régissent la prise du pouvoir par les armes, la prise du pouvoir par la rue. Vous connaissez tous les textes. Donc, si vous voulez faire votre affaire, vous faites votre affaire, vous dégagez Ibeka, et puis bon, après vous appelez la CEDEAO pour parler. Maintenant, si vous suspendez vos mouvements, vous dites, on vient, on vous dit, venez, on va discuter, et puis vous acceptez de rentrer dans ce schéma. Bon, Alors, voilà. Ali, cette situation est, on peut dire, est explosive pour toute la sous-région. Ibeka, c'est vrai, c'est le Mali, mais il est aussi valable pour tous les autres pays à côté. Est-ce que si le Mali, aujourd'hui, les choses ne s'arrangent pas, comme on dit, quelles seraient les conséquences pour les autres chefs, pour les autres pays, les autres... Oui, mais États avant le Mali, il y a le Burkina Faso, et parfait, l'a si bien dit. Ici, il y a eu ce qu'ils ont appelé une insurrection qui a amené le président Compaoré à démissionner. La CEDEAO est venue entériner, carrément. Exactement. La CEDEAO n'a pas dit non, vous n'avez pas le droit de cela. C'est un référendum. Le président, vous ne pouvez pas faire une manifestation. Bon, donc, le président ayant démissionné suite à ces mouvements, donc la CEDEAO est venue constater et a laissé faire. Donc, c'est le cas malien actuellement. Donc, les Maliens ont vu ce qui s'est passé. L'imam Dicko, qui est la personne, je vais dire, emblématique, la tête de poule. voilà, la mascotte de ce mouvement, vu son statut d'imam à un moment donné, a proposé au président Ibeka de rester au pouvoir et de faire un gouvernement, ce que Ibeka a refusé. Donc ce n'est pas seulement les manifestants qui ne veulent pas. Le président Ibeka, lui aussi, il joue un peu de cela. Donc ce qui est là, ce qui est certain, Ibeka, même à la sortie de cette affaire, même s'il gagne, il reste au pouvoir, il va rester très affaibli et il ne pourra se sauver et sauver sa tête que dans un gouvernement d'union nationale. Il ne pourra pas faire autre chose que ça. Alors, est-ce qu'il faut finalement craindre, on va dire le mot, craindre un coup d'État au Mali? Parce que là, pratiquement toutes les chances sont en train d'être gâchées. La CEDEAO qui multiplie, mais avant, il y a eu par exemple les familles fondatrices de Bamako qui sont passées. Il y a eu d'autres médiations. L'ancien président Traoré, Traoré, c'est... Amadou Toumani. Non, pas Amadou Toumani, le tout premier Moussa Traoré, etc. Ouais. Après tout ça, est-ce que finalement, il ne faut pas craindre un coup d'État au Non, Mali? moi je ne dirais pas un coup d'État, mais le scénario burkinabé, oui, mais on ne le souhaite pas. On le souhaite pas parce que déjà nous sommes déjà à 20 morts et beaucoup de blessés, des dégâts. Mais ce qui est sûr, on voit comment est-ce que ça va évoluer. Certainement que M. Ibeka sera acculé et sera obligé de partir. Et il y aura une forme de réorganisation du partage, mais du pouvoir, ça va se faire. Mais en fait, ce qui est déplorable, vraiment, c'est que tout ce qui se passe là, ce que nous voyons au Mali, ne sont que les résultats d'une crise post-électorale. C'est la question des élections. Question donc du partage des postes. D'accord. Merci. On va prendre le premier téléspectateur, M. Omar Touré, qui appelle de Bobo. Appel de Bobo sur l'investiture de M. Zéphirin Diabré. Allez-y, M. Touré. Bien, je voulais d'abord vous demander que je voulais faire d'une pierre deux coups, une petite parenthèse sur les problèmes judiciaires au CDP, et puis je termine par l'investiture. Et donc, je voudrais dire tout de suite, en rebondissant sur les propos de Maître Kielem, effectivement, le véritable problème, c'est de n'avoir pas bien géré l'insurrection. Il y a eu beaucoup d'erreurs, et ce sont ces erreurs que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Ceci dit, et effectivement,
la question au niveau du CDP est due tout simplement à une mauvaise intervention de Blaise Compaoré. Je m'explique. Eh bien, l'insurrection a coupé la queue du lion. Le lion s'est enfui et laissé sa queue qui s'éparpille et finalement se met à semer le désordre. Après le lion, eh bien, tout le monde s'est senti puissant pour devenir chef et remplacer le lion. Kader Désiré Ouedraogo, Mélégué Maurice Traoré et Léonce Koné, aujourd'hui Mamadi Kwanda et la possibilité pour Juliette Bongongo. Elle aurait été la meilleure candidate. Mais il a suffi d'un petit rugissement du lion pour que tout le monde rentre justement et renonce pour laisser la place à Komboïgo. Edi Komboïgo, tout le monde sait comment il a été élu. Maître Kilem venait de le dire. Pas de manière légitime parce que ni l'histoire du parti, ni la réalité elle-même, puisqu'il y a eu intervention et pression de Gilbert Diendéré et de sa femme pour qu'il soit ce qu'il est, eh bien, ça n'a pas permis d'avoir un président légitime. Il a été élu selon les règles du parti, mais pas de manière légitime. Et moi je dis, la comédie qui se passe aujourd'hui au sein du CDP ne permet pas qu'on leur fasse du crédit. Parce qu'ils obéissent à un président chassé du pouvoir et ils sont incapables d'incarner réellement l'exercice du pouvoir au Burkina Faso. Donc ça, c'était une parenthèse pour parler du CDP. Allez-y maintenant parler de l'investiture. Oui. Allez-y pour l'investiture de Zéphirin Diabré. Voilà, pour ce qui concerne l'investiture, vous avez vu Zéphirin Diabré lui-même aller à Zignaré dans le sens du même régissement parce qu'on entend que le lion peut venir à la suite, par exemple, d'une prise de pouvoir que le Ouanet avait tenté d'esquisser devant tout le monde, et bien qu'on aurait écarté Rocco et son équipe et puis préparé une réconciliation. Et ça fait peur. Il est allé là-bas parce que le lion peut revenir rugir. Il est allé dire qu'il a fait de bonnes choses avec Blaise Compaoré. Nous savons tout ça. Mais nous l'avons justement reconnu comme étant celui qui a capitalisé les aspirations du peuple et les a traduits jusqu'à l'insurrection. Et après cela, on les voit tous en train de fumer le calumet de la paix, sans qu'il y ait le moindre procès. Et donc, l'investiture même le démontre. Pendant que le peuple est en train de se morfondre, de réclamer justement la liberté d'aller et venir dans presque un tiers du territoire occupé, et bien ce qui les intéresse, c'est d'aller se faire élire président. Et moi, je pense que lui, Monsieur Touré, s'il avait choisi le bon cas, Monsieur Touré, il aurait été forcément Monsieur Touré, le futur président. Monsieur Touré. Mais cette investiture, moi, je trouve quand même que, bon, c'est de bonne guerre, parce que si le MPP est en train de ruser, affûte ses armes, et que les autres ne l'ont pas fait, quand on parviendra à chasser les terroristes, eh bien, c'est eux ceux qui vont gagner. Donc, il a bien fait cela. Malheureusement, je pense qu'il est encore temps pour lui pour faire ce qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire d'incarner les aspirations du peuple qui veut la liberté, le droit à la liberté de circuler. Merci, monsieur Touré, merci bien. Merci. Vous n'avez pas été suffisamment clair sur votre propos du genre qui laisse entendre que on fait des investitures pour briguer la magistrature suprême, mais la liberté d'aller et de venir des populations est plus en otage. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement par ça? À l'heure actuelle, c'est ça, l'inaccessibilité des territoires. C'est ça qui compte. Ok, d'accord, merci. Non, Évariste? il touche du doigt quand même une réalité. Bon, tout ça, c'est bien beau. Hein. Les gens font des trucs, des investitures dans la capitale, en toute sécurité. Il fallait aller peut-être à Djibo. Ouais, on aurait aimé voir un parti politique aller à Djibo faire son Tout à fait. Et ce bémol, en fait, interpelle tout un chacun sur la réalité réellement de ces élections. Moi, jusqu'à présent, j'avoue que je me pose encore... Il y a des doutes quand même à certains niveaux. Parce on a parlé la semaine dernière de cette question, de la question du territoire. Et moi, j'avais dit que le gros problème, c'est symboliquement. Donc, mais les partis politiques, c'est quoi? Les partis, pour faire son oui, mais les partis politiques aussi sont un peu, je veux dire, un peu
tenaillé. Un parti politique qui aujourd'hui dit je ne fais pas l'investiture parce que le ça, truc, ils n'ont rapidement, pas le on va le traiter ce parti politique de putschistes, de ceci, c'est cela. Évaluation. Donc les gens se mettent en position d'ordre de bataille. Ben, si la bataille n'a pas eu lieu, bon, on désarme. Mais sinon, le véritable problème que touche M. Touré, c'est la question de l'entièreté du territoire que nous ne contrôlons pas. Et ça, c'est un problème sérieux. Et de la préséance des choses, des priorités. Il a dit quelque chose en revanche, je suis d'accord avec lui, et en même temps pour rebondir, c'est que Maître Tambela a dit que, enfin, selon lui, l'insurrection était inachevée. Mais c'est vrai, tout le monde sait les conditions dans lesquelles cette insurrection est arrivée. Quand c'est arrivé, on a fait 3 jours ici, on cherchait quelqu'un pour mettre à la tête du pays, on ne trouvait pas. Et on sait comment ça s'est passé. C'est vrai que M. Diabré... Mal achevé ou inachevé inachevé, ça suppose que ça doit encore continuer. Je ne sais pas. Donc, selon lui, en tout cas, il espère que M. Zéphirin, bien sûr, il a été en fait une des figures centrales qui, à un moment donné, a capitalisé les aspirations des Burkinabés. Mais il n'était pas seul. Attendez, n'eût été même l'arrivée même des autres, du MPP et autres et tout. Quelqu'un l'a dit qu'on serait toujours en train de lutter. Non, je pense qu'il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Cette insurrection a eu lieu parce que c'est le RSP qui voulait. Ils ont amené Sida prendre le pouvoir parce qu'ils pensaient, et puis c'est tout. Et maintenant, on va prendre notre deuxième téléspectateur, M. Ouedraogo Adama, qui appelle de Ouagadougou. Lui, il revient sur la question de justice au CDP. Oui, allez-y, M. Ouedraogo. Oui, merci. Bon, je voulais parler sur le cas de Mamadi Konda. D'accord. Pour moi, je dirais que le CDP a commis l'erreur de l'exclure. Quand on se réfère aux quelques membres du CDP exclus des élections de 2015, je me dis que le CDP ne devait pas tomber dans une histoire d'exclusion programmée. Je dis programmée pourquoi? Parce que le CDP n'est pas un parti État. C'est comme une famille, et dans une famille, lorsqu'on a besoin de choisir un représentant de la famille, on n'a pas besoin de caution ou de documents de certificat de nationalité ou de casier judiciaire. C'est une famille. Dans une famille, les choses se passent selon la volonté d'être candidat. Et Mamadi Konda, ce n'est pas un novice. Monsieur Ouedraogo, le CDP est un parti, vous dites famille, mais ça reste une institution qui a son organisation légale. Est-ce qu'on peut partir sur la base, en dehors des textes, des statuts, pour dire un tel est de la famille? Je comprends, mais je vais expliquer qu'il ne fallait pas à toutes les formes là exclure Mamadi Konda. Il fallait le laisser passer. S'il est battu, là, il va s'en prendre à lui-même. Ça, c'est parce qu'il n'a pas été exclu, s'il se plaît. Et c'est ce que je voulais retracer, quoi. D'accord. Le CDP ayant vécu une situation pareille d'exclusion, il ne fallait pas que ce soit le CDP qui engage cette histoire d'exclusion pour quelques motifs que pour moi, je trouve que ça ne valait pas la peine. Merci, M. Ouedraogo. Selon vous, il fallait... Le deuxième point... Oui, d'accord, très rapidement. Mon deuxième point, c'est sur le cas des policiers. Je dis ici, je ne suis pas d'accord avec le jugement de la Cour de cassation parce que la question de la police est une question fondamentalement liée à la discipline. Et ça, dans certaines circonstances, la discipline est au-dessus du droit. Et ça, c'est la force principale des armées. La discipline est la force principale des armées. Et votre problème, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec le jugement de la décision de la Cour de cassation. Pourquoi? Oui, non, parce qu'il fallait d'abord conjuguer avec la discipline du corps. Mais c'est un dossier judiciaire, c'est une procédure normale qui est venue. Est-ce que la Cour de cassation pouvait faire autrement? C'est là que ça pose problème. Parce que la justice là, a ignoré la discipline au sein de la police. Dites-vous, un policier même qui veut se marier là, il a l'obligation d'avoir l'accord du DG de la police. N'en parlons pas d'un syndicat. Un syndicat qui n'a pas reçu l'accord du DG ne peut pas fonctionner, quelles que soient les raisons. C'est la discipline qui impose ça. D'accord. Merci, monsieur Ouedraogo. Évariste. En fait, je suis sur le point de l'exclusion de Mamadi Konda. Oui. Il faut dire quand même à l'opinion que c'est pas... En fait, le mot assez fort. C'est-à-dire son dossier était incomplet. Et d'ailleurs, il n'était pas le seul. Il y a eu un autre candidat qui a candidaté avec M. Eddy. M. Zougrana, mais attendez, il y a des procédures. Il savait très bien pertinemment. Il y a eu assez de temps. On a prononcé les candidatures, on a ouvert l'appel des candidatures et tout. Il a fait exprès, justement. Donc, en fait, il n'a pas été exclu. C'est lui-même qui s'est exclu.
en déposant un dossier incomplet. Maintenant, c'est vrai que par rapport à la discipline qui est au-dessus de la loi, j'aimerais bien, peut-être que Maître va nous édifier. Pour revenir au cas de Mamadi Kwanda, en fait, depuis le début, il s'inscrit dans une logique d'emmerder Eddy Komoyo. Il faut le dire. Parce que son dossier, on l'appelle, on lui dit, bon, ton dossier n'est pas complet, viens, amène telle pièce. Il dit oui, oui. Non, il arrive. Jusqu'à ce qu'on clôt. Non, attendez. Si vous êtes sérieux, vous auriez dû faire comme Eddy Komoyo, comme Yaya Zoungrana. Vous ne le faites pas et après vous criez à l'exclusion. Non. Deuxièmement, je pense que quand on est dans un parti, il y a un certain nombre de principes qu'on respecte. Parce que même si on prend le cas de la famille, il y a des principes dans une famille qu'on doit respecter. Si vous ne respectez pas, vous auto-excluez. Donc, ne venez pas crier qu'on tente de faire. Et le problème, c'est quoi? Quand on dit il y a eu des exclusions qui ont amené d'autres problèmes. Mais non. Si vous êtes dans un parti, vous connaissez les règles. Normalement, vous connaissez les statuts. Vous savez que si vous posez tel acte, voilà la sanction qui suit. Mais si vous posez cet acte et vous dites, malgré le fait que j'ai posé cet acte, on ne doit pas m'exclure du parti, mais ça, le téléspectateur dit que la discipline devait prévaloir sur le droit. Il n'a pas tout à fait tort, parce que effectivement, il a soulevé un problème. Quand un policier veut se marier, je ne sais pas si les règles ont changé ou pas. Même dans la... Oui, non. Si dans la police, c'est comme ça, c'est que dans l'armée, c'est encore plus de rigueur. Parce que la police n'est qu'un corps paramilitaire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il a besoin de l'autorisation de sa hiérarchie. Oui. Donc, ça montre la discipline et la nécessité de rigueur dans le corps. Cela dit, la discipline n'est pas au-dessus de la loi. Parce que la loi, c'est la loi qui crée cette discipline-là. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que la discipline doit se mettre au-dessus de la loi. Ça n'empêche pas qu'effectivement, dans la pratique, n'est-ce pas, il y ait des circonstances particulières pour la police, pour la gendarmerie et puis pour l'armée. À bien interpréter ce que le téléspectateur, M. Ouedraogo, voulait dire, c'était qu'on aurait dû user d'autres voies que la voie judiciaire qui va opposer désormais les gagnants et les perdants. Bon, moi, je pense que c'est cette question que M. Konassion, je comprends bien, c'était d'essayer de voir comment résoudre ce problème. Non, ça, moi-même, je l'ai dit. Sur ce plan, je vais vous dire une chose. Quand les gens vont en justice, généralement, c'est qu'ils ont épuisé la plupart des voies. D'accord. Voilà. On prend notre... je dis, M. Kwanda a demandé, que je ne suis pas en train de revenir sur... M. Ouedraogo. Je ne suis pas en train de revenir sur des faits passés, ça c'est clair. Il pose la question pendant le procès du push, la question de la baïonnette intelligente et tout. Bon, ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, quand il parle de la discipline, voilà, c'était ça. En tout cas, sous cette baïonnette voilà, intelligente, on demande peut désobéir à l'ordre. Voilà, c'est ça. Alors, on va prendre le troisième téléspectateur, M. Issaka Balboné, appel de Tinkodogo, investiture Zéphirin Diabré. M. Balboné. Bonjour. Bonjour, allez-y pour votre intervention. Voilà, oui, je voulais intervenir en fait sur l'investiture de Zéphirin Diabré. Voilà, selon moi, il n'est pas l'homme idéal de l'IPC, mais il est l'homme idéal de tous les Burkinabés, actuellement. Si vous prenez sa classe politique actuellement, en 2010, créé son parti en 2010, si vous avez écouté après l'insurrection, ce que Laurent Gbagbo a dit, avant l'arrivée de Zéphirin Diabré, au niveau sein de l'opposition, entre eux-mêmes les points de l'opposition, il n'y avait pas d'entente. Que Zéphirin, celui qui est venu, a essayé de réunir l'opposition. Il a dit clairement que si on veut combattre Blaise Compaoré, il a travaillé avec Blaise Compaoré, il connaît sa force. Il faut qu'on soit unis pour pouvoir terrasser Blaise Compaoré. Et c'est ce qu'il a amené, la tendance, en tout cas, il a rassembler l'opposition, et c'est ça qui a fait, c'est plus qui a amené jusqu'à l'insurrection. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est rassembleur. En tout cas, ça, on peut le reconnaître. Chez nous, c'est pas parce que nous, le Burkina, souvent, on est ingrat. Voilà, souvent il y a des gens qui disent que non, qui coopèrent avec l'intégration, ils disent avec l'intégration. Non, ils n'ont pas reconnu que le Zéphirin actuellement, sa politique, ce n'est pas l'opposition radicale. Non, il faut qu'on quitte ça. L'opposition radicale, non, il faut qu'on quitte ça. Il faut essayer de faire l'opposition, mais l'opposition honnête. Voilà. Donc actuellement, ce n'est pas l'homme de l'UPC actuellement, c'est l'homme de tous les Burkinabés actuellement. Donc il faut actuellement au Burkina Faso pour pouvoir rassembler la gauche et puis la droite. Voilà, selon moi. Merci, M. Balboné. C'était un avis. Si c'est sur le plan du rassemblement, il faut dire que
On disait que Roch aussi était un rassembleur. Hein. Hein? Mais l'opinion, c'est l'opinion qui disait ça, que Roch était un rassembleur, etc. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été présenté comme candidat du MPP, etc. Mais maintenant, face, n'est-ce pas, au pied du mur, on peut se révéler un peu différent. Voilà, donc, et puis, sans oublier parce que ça voudrait dire que le président Roch n'a pas été rassemblé après avoir été élu. Sans oublier que actuellement au Burkina Faso, on n'a pas besoin que d'un rassembleur. Comme j'ai eu à le dire, il y a des défis énormes à surmonter, que le caractère de rassembleur ne suffit pas pour régler les problèmes qui se posent actuellement au Burkina Faso. Il faut autre chose, il faut un plus. Donc le fait d'être un simple rassembleur, ce n'est pas suffisant. Donc, avant d'être rassembleur compétent pour diriger le pays, il faut d'abord se faire élire. Et pour se faire élire... Les critères sont ailleurs. Non, ça c'est... Est-ce que ce n'est pas le fait d'être compétent, rassembleur, qui est le critère de l'élection également? Non. Le peuple va élire parce que le peuple aspire à quelque chose. Vous savez que ce qui fait élire, ce n'est pas le discours qu'on va faire. Ce n'est pas, oui, il est gentil, il est compétent, il est rassembleur, il a une carrure internationale. Ça, c'est pour la campagne. On gagne une élection parce qu'on a un parti qui est bien structuré, qui est fort, qui arrive à parler à tous les Burkinabés, qui arrive à dire à tous les électeurs, voilà, c'est telle personne qu'il faut voter. C'est ça. Maintenant, ça, c'est le discours qu'on va emballer dans la campagne. Il est rassembleur, il est ceci, il est compétent, il a une carrure d'homme d'État. Voilà. Maintenant, les électeurs, c'est pas forcément ça qu'ils vont regarder. Parfait, en train de parler de la question de l'appareil. Oui. Il faut avoir un bon appareil. Oui, mais est-ce que justement, ce n'est pas le piège, de la démocratie, de notre démocratie, où c'est l'appareil qui fait élire quelqu'un et non pas ses compétences, ses valeurs, son offre politique? Est-ce qu'on est en train d'élire plutôt des lions, des choses, des symboles, plutôt que des personnes? On peut faire attention. Il faut faire attention avec l'histoire des appareils, parce qu'on peut tomber dans ce piège des appareils, parce qu'aujourd'hui, avant, bien entendu, même si Blaise Compaoré voulait modifier l'article 37 pour se présenter à nouveau, tout le monde savait très bien que Roch Marc Christian Kaboré était le dauphin légitime du CDP. Il était présenté comme un rassembleur, un homme gentil, sympa, et tout. La question, est-ce que ce n'est pas le piège qu'on a dans notre démocratie? On risque de tomber dans ce piège. On vote les symboles, on vote les emblèmes. Tout à fait, parce que si c'est un rassembleur qu'on veut, ce n'est pas la peine de dépenser beaucoup d'argent pour faire les élections. On prend le Moro Naba, il va être le représentant de la nation. Voilà. Parce que les histoires d'appareils, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à la fortune, à l'argent, à qui peut constituer le plus d'appareils. C'est la réalité. C'est la réalité du système. Merci. On prend notre dernier téléspectateur, M. Ilboudo Lamoussa François, de Ouagadougou, qui lui s'intéresse à l'affaire des 21 policiers licenciés. Oui, en fait, moi personnellement, et je dis bonjour à tout le monde, quand j'écoute ce qui se dit sur le plateau, je me dis que nous avons été trop traumatisés par les militaires et de la sécurité. C'est pas normal. Les policiers, c'est des civils. Quand les gens ne comprennent pas cela, déjà, il y a un problème. Ça veut dire que je suis étonné qu'un journaliste puisse parler de la sorte. Oui, et vous savez, c'est la sécurité. C'est des civils qui font de la sécurité. Donc, les sociétés de gardiennage aussi, eux, on doit... Il faut pas... Ça veut dire, quand on veut les zoner face à une situation, il faut regarder logiquement la chose, non pas rentrer dans des considérations personnelles. C'est des civils qui aident les militaires. Point barre. Il n'y a pas d'autre chose dedans. Maintenant, quand on veut maintenant les rallier aux militaires, ça, c'est dû à notre histoire politique et ça veut dire notre histoire plus simple. Sinon, un militaire policier n'est rien d'autre qu'un civil qui aide les militaires. Maintenant, je suis content qu'au moins, on puisse sortir de cette situation où on a utilisé la baïonnette pour brimer les gens dans les rangs. C'est ça qui fait que nos pays là, sont dans des problèmes à ne pas finir. On dit non, c'est l'ordre, moi je suis l'autorité. Non, ça ne marche pas comme ça. Toute autorité marche sur la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'autorité. Parce qu'on ne te respecte pas parce que c'est toi. On te respecte parce que c'est une autorité établie que tout le monde doit respecter. Mais si toi-même tu n'es pas juste, on va te respecter pourquoi? C'est pas parce que c'est toi qu'on te respecte. C'est parce que c'est un ensemble et ça veut dire on s'est mis ensemble sur quelque chose. Il faut que même ceux qui gouvernent aujourd'hui sachent cela. Parce que ça veut dire que nous, quand des journalistes même arrivent à avoir cette vision-là, nous participons à ce que les gens pensent que le NAM là, c'est parce que c'est moi. C'est pas toi, hein.
C'est le fait qu'on s'est mis ensemble sur un point. Maintenant, je suis navré que des gens qui sont, comme on appelle, de l'État, puissent prendre des sanctions aussi facilement comme ça, sans juger le pour et le contre. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont usé de leur pouvoir. Moi, je suis le chef du peuple. Je vais te licencier. Sans réellement poser la question, est-ce que c'est légal ou pas? Voilà, maintenant, on est en train de mettre nu le fait que des gens sont à la tête, ils jugent leur pouvoir pour brimer les autres. Et ça se passe aussi chez les militaires. Et comme nous avons été tellement longtemps traumatisés par les militaires, on pense que c'est normal qu'un militaire, il n'a pas de droit, il n'a pas de droit, c'est faux. D'accord. Il faut qu'à un moment, les gens évoluent, quoi. Merci, monsieur. Probablement qu'on s'est mal exprimé et qu'on n'a jamais dit sur ce plateau ici que les policiers étaient au-dessus de qui que ce soit. On a seulement dit, lui-même il a terminé ses propos par ça. Nous avons simplement dit qu'avant de prendre des décisions concernant un certain nombre de corps, et notamment les policiers, parce qu'ils participent à la sécurité, il ne faut pas réduire les policiers à leur proportion incongrue de civils qui apportent. Non, ils jouent un rôle très important dans la sécurisation du pays. Et on a dit, avant de prendre des décisions, que ce soit contre les policiers ou contre quelqu'un, il faut que l'État fasse très attention. Il ne faut pas prendre des décisions au pif comme ça, et puis après ça fait désordre. On n'a pas surestimé ou bien sous-estimé les policiers, mais on reconnaît que tous les jours, ce que nous voyons dans la ville en train d'assurer la sécurité de la route, des trucs, des ceci, cela, ce sont les policiers, ceux qui règlent les problèmes de la société. Et ils jouent un rôle très important dans la sécurité. Avant que les militaires ne viennent, ce sont les policiers. Vous êtes au contact tous les jours avec les policiers. Il ne faut pas les réduire à leur portion incongrue. Voilà ce qu'on a dit, simplement. Non, je trouve quand même curieux qu'ils disent que les policiers aident les militaires. Parce que pour moi, c'est des compétences totalement opposées. Les militaires doivent défendre les frontières du pays. Les policiers ont des missions de police judiciaire, auxiliaire de justice et la sécurité urbaine. Donc, chacun a... C'est quand même bien clarifié, mais c'est justement parce que dans notre pays, la pratique laisse voir certaines confusions. Mais est-ce que ce n'est pas le dû au fait aussi que de plus en plus on est en train d'aller vers le concept FDS, Force de Défense et de Sécurité, qui fait un ensemble cohérent que... Ça nous amène où? Quand vous prenez tous les pays du G5 Sahel, où, je ne sais pas, ce concept a prospéré, ça nous amène des pays où les frontières ne sont pas défendues. Parce qu'aujourd'hui, la défense, c'est quoi quand les hommes armés sont à l'intérieur du territoire? C'est ça, la défense, c'est l'armée est obligée de... C'est un mauvais concept et qui n'est pas adapté à nos réalités. D'accord. Voilà. Parfait. Je ne pense pas que dans ce concept-là, on dise que les policiers doivent assurer les fonctions. Mais c'est ce qu'on dit. Non. Si? Non. Attendez, le débat sur c'est une nouvelle approche. Quand les policiers vous demandent des armes de guerre parce qu'ils sont... Tu as parlé, laisse-moi parler. Allez-y. Jusqu'à présent, les fonctions, les missions des policiers sont connues, les missions des militaires sont connues. Jusqu'à présent, il n'y a pas de truc. Maintenant, ce dont vous parlez, ce sont les postes avancés de la police qui interviennent au niveau de certaines frontières. Mais à ce moment, effectivement, le débat est posé. Quel type d'armes on doit donner à ces policiers qui sont dans ces postes avancés? Donc c'est un débat qui vous pose. Mais ce n'est pas le débat sur les missions. Parfait, Sylvain. La question, c'est le concept. Aujourd'hui, oui. Ils sont en train de glisser vers le concept FDS, qui est un ensemble intégré. Non, c'est différent. Il y a une chose qu'il ne faut pas confondre. Parce que les gendarmes font partie des forces de défense et de sécurité. La gendarmerie relève de l'armée. C'est la raison. Moi, je pense que c'était la raison pour laquelle. Je crois que le Bénin a supprimé la gendarmerie, non? Si, ça n'existe plus. Pour ne conserver que la police et puis l'armée. Or, ici, nous conservons la gendarmerie qui est une force hybride, à la fois qui s'occupe à la fois de la défense et de la sécurité. D'accord. C'est ça qui entraîne la notion de force de défense et de sécurité. Tout à fait. C'est une approche pour faciliter. La gendarmerie, normalement, se trouve en agglomération urbaine, c'est-à-dire à peu près 100 km dans les zones rurales, en fait. C'est là-bas que la gendarmerie devait être. La police est dans les centres urbains. Et les militaires, c'est aux frontières. C'est comme ça. Non, merci à vous. La gendarmerie, c'est dans les zones rurales. Et la police, c'est dans ici, il est question de... Je vais peut-être préciser qu'il est question... Tous les experts... Il est question, Ali, il est question simplement d'une approche qui intègre les différentes forces et non pas qui annule les fonctions classiques. C'est une forme de réponse à la situation. Et si vous remarquez, par exemple, sur ceux qui sont dans les postes avancés, il y a beaucoup de gendarmes. Merci, Maître Kilem. On va terminer cette émission avec le cas de notre confrère Adama Ouedraogo, Damis, qui est en ce moment incarcéré
à la Mako et qui est souffrant, qui souffre en tout cas. Il est connu pour avoir un asthme chronique et en ce moment il est très souffrant. Beaucoup de voix se sont élevées. Jusque-là on entend. Maître, qu'est-ce qui peut bien poser problème à ce qu'un détenu, on sait bien que les instruments internationaux auxquels a souscrit le Burkina Faso, la détention, le cas d'un détenu en termes de santé est pris en compte? Non, moi je ne connais pas le dossier. Pas le dossier, mais la question du cas de force majeure qui se présente. Non, c'est une question de dossier. Il faut savoir comment le dossier est traité, il est à quel niveau, quelle est la loi qu'il faut appliquer à ce dossier. Voilà. Donc, quand c'est un cas comme ça, il y a une loi qui doit s'appliquer. Mais c'est quelle loi par rapport à l'état du dossier? Donc, c'est ça que je ne connais pas. Je voulais juste comprendre pour les téléspectateurs, est-ce que quand on est face à un cas de maladie d'un détenu, est-ce que c'est la procédure qui commande encore ou est-ce qu'il n'y a pas un autre texte? Tout est prévu. Le droit humanitaire international tout est prévu, tout est prévu, n'est-ce pas, dans le code de procédure pénale. Voilà. Maintenant, il peut se trouver qu'il y a des situations. Vous vous rappelez du cas de Djibril Bassolé, par exemple? C'était la même chose. Il peut se trouver dans une situation où on ne sait pas quelle est l'institution qui doit gérer la situation. Et je pense que Damis a des avocats et ils sont mieux placés, n'est-ce pas, pour mener les débats. Non, parfait, Sylvain. De ce que l'on sait, d'abord, il a des problèmes d'asthme qui sont connus, mais au-delà de cela, il aurait aussi d'autres problèmes neurologiques. Il cumule aujourd'hui un certain nombre de problèmes de santé. Je pense qu'en tant que confrère, nous devons demander effectivement à la justice de se pencher plus sérieusement sur son cas. De ce qu'on sait, il y a deux institutions qui se rejettent la balle, c'est-à-dire le tribunal militaire qui dit, comme Damis a fait appel, c'est au niveau de la cour d'appel qu'on doit régler son cas. La cour d'appel dit aussi que c'est le tribunal militaire. D'accord, donc un ping-pong entre les juridictions. Finalement, il faut que la justice pendant ce temps, il est malade, statue sur son cas au lieu de continuer à condamner lourdement des activistes. Bon, alors, voilà. Évariste Konsebo, très rapidement sur le cas de Damis et puis il faut faire appel à l'humanité, en fait, des hommes chargés d'appliquer la loi. Parce que c'est une situation assez dramatique et humanitaire. Bon, je connais Damis, c'est un confrère, il est malade, très sincèrement, il est sérieusement malade. Donc, les juridictions se rejettent la balle. Bon, donc ici, on ne peut penser que, comme ce que Faustin Konsemo a dit, faire appel au cœur de ceux qui décident de se pencher sur son cas. On va nous traiter encore de corporatistes et tout, mais nous plaidons à travers Damis, nous plaidons également pour tous les prisonniers qui sont dans des situations difficiles, que qui sont malades. Voilà, qui sont malades. La prison, ce n'est pas un endroit pour aller mourir. La santé du détenu est c'est pas un endroit pour aller mourir, c'est un endroit où on va. Quand c'est une situation comme ça, je pense que c'est difficile, n'est-ce pas, de recourir, n'est-ce pas, à la justice. C'est plutôt l'autorité politique qui doit prendre la décision. Parce que sur le plan du droit, la situation peut être difficile à prendre. D'accord, merci. C'est une question de responsabilité. Merci, donc c'est une responsabilité. Il faut que l'autorité politique, comme dit Maître Tambela, qui de droit doit assumer pour permettre aux détenus... Au-delà de Damis, dont nous parlons ce matin, que tous ceux qui sont en situation de merci détention Ali, sont malades... merci. Pour le moment, nous parlons de Damis, dont le cas est connu. Dont le cas est connu. Non, on ne généralisera pas parce qu'il faut généraliser. C'est le cas qui est connu, c'est le cas de Damis. Donc on en appelle donc à la compréhension, à l'humanisme des uns et des autres, en droit de qui de droit, pour trouver une solution afin que Damis puisse aller se soigner et revenir répondre de ce qui lui est reproché. Merci à vous qui avez pris part à cette émission. J'étais donc avec Évariste Faustin Konsebo, chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Merci Évariste d'être passé. Parfait Silga, journaliste et analyste. Merci Parfait. Mamadou Ali Kompaoré, journaliste, cadre au ministère de la Communication. Et enfin, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRI, qui est le Centre de recherche international des stratégies. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.